Sunday Night Production. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un cycliste où aujourd'hui nous allons parler de la fameuse zone 2. La zone 2 est une notion souvent utilisée dans le domaine du cyclisme et de l'entraînement sportif en général. Elle fait référence à une intensité d'effort relativement basse, ce qui correspond à une fréquence cardiaque ou une puissance aérobique modérée. Mais pourquoi cette zone révolutionne-t-elle le cyclisme ? C'est ce que nous allons vous expliquer avec notre coach Loïc. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour Loïc, bienvenue sur le podcast une nouvelle fois. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Alors, comment est-ce que tu pourrais introduire ce thème sur la zone 2, justement ? Comment cette zone révolutionne-t-elle le cyclisme aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu peux dire en introduction de cet épisode ? Aujourd'hui, vous avez pu remarquer qu'il y a un vrai changement dans le cyclisme et depuis 10-15 ans, et notamment sur les performances. Et cela est dû notamment à la modification des méthodes d'entraînement et des recherches sur la physiologie humaine. Et il y a plusieurs centres de recherche dans le monde qui travaillent sur ce qu'on appelle la mitochondrie. Et on s'est aperçu de l'effet de certaines intensités sur ces organites qui sont à la base de la production, du recyclage exactement de l'énergie dans notre corps. Ce qui veut dire que tout part de recherches sur les méthodes d'entraînement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit les coureurs professionnels qui, si tu suis un petit peu l'évolution de leur préparation, s'entraînent peut-être, on passe moins d'heures sur le vélo, mais font plus d'intensité. Là, on parle d'une zone 2 qui n'est pas du tout de l'intensité. Donc, comment les plages d'entraînement ont évolué ? Alors, pour répondre à ta première question, les recherches se font jamais sur l'activité physique, mais plutôt dans des cadres médicaux. Et souvent, c'est des recherches sur le cancer. Et c'est à partir de ces recherches-là que des interactions se sont faites avec le sport, et notamment sur la physiologie humaine et sportive. Et si on parle de cette zone 2, donc, si tu peux nous expliquer, en tant que coach professionnel, qu'est-ce que la zone 2 ? C'est-à-dire la zone E, elle se situe comment par rapport aux autres zones ? À quoi correspond cette fameuse zone 2 ? Alors, on avait déjà parlé des zones d'intensité. Bien sûr. Donc, il faut bien prendre conscience qu'il y a différents modèles quand on parle de zone d'intensité. Vous avez le modèle qui est le modèle de base, on va dire, qui comprend 3 zones, zone 1, zone 2 et zone 3. La zone 2, qu'on appelle zone 2 populairement, se retrouvera dans ce modèle de zone en haut de la zone 1. Donc il faut vraiment bien, parce que des fois on se perd vite fait, on se perd vite parce que si on parle de zone 2 dans ce modèle-là, c'est plus du tout la même chose. Mais autrement, dans tous les autres modèles, que ce soit les modèles à 5, 6, 7 ou 8 zones, la zone 2, c'est la zone 2, quand on parle de la zone 2, c'est la zone 2 du modèle. Donc ça, c'est le premier point. Donc la zone 2, c'est l'intensité qui précède le premier seuil ventilatoire. Donc, c'est-à-dire que c'est le moment qui précède le moment où tu as besoin de plus d'oxygène pour produire de l'effort. La première fois où tu as besoin de plus d'oxygène pour produire un effort. Donc la zone 2, en fait, c'est référence à une zone d'intensité d'effort relativement basse, utilisée dans le domaine, justement, on parle du sport, on parle du cyclisme, elle est souvent effectivement définie à une fréquence cardiaque ou une puissance, effectivement, comme tu l'as dit, aérobique, donc qui ne fonctionne qu'à l'oxygène. C'est-à-dire que ton carburant est l'oxygène et ne va pas taper dans le sucre, c'est ça ? Alors, le carburant, Arnaud, c'est tout le temps l'oxygène. Oui, mais tu peux pas faire. Tu as besoin d'oxygène tout le temps, même dans des états lactiques, etc. Donc l'oxygène, il est nécessaire. Sans oxygène, tu produirais très peu d'efforts. Donc c'est la zone 2, c'est donc ce que je disais, le moment qui précède le premier seuil ventilatoire. C'est une zone d'intensité dite d'endurance. Effort modéré, ouais. Effort modéré. Si on prend une échelle de ressenti, c'est un effort entre 3 et 4 sur une échelle de 0 à 10. 0 étant un effort nul, 10 un effort insupportable. Voilà, on se situe entre 3 et 4. Donc c'est un effort où en fait quand vous vous engagez un petit peu, mais pas trop. On est capable de le reproduire sur une longue période. Voilà, théoriquement en fait c'est ça. C'est un peu la clé du succès d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut la travailler et que beaucoup de champions la travaillent. Alors quels sont les avantages et les gains de travailler régulièrement cette zone 2 ? Alors, la zone 2 permet pas mal d'adaptations physiologiques.
même un grand nombre, que ce soit au niveau du cœur. Par exemple, ça permet d'augmenter le ventricule gauche et donc d'améliorer l'apport de flux sanguin aux différents organes ou cellules du corps et donc d'apporter plus d'oxygène. Ça permet de jouer sur les capillaires sanguins aussi, avec un phénomène de vasodilatation. Ça permet d'augmenter la concentration d'hémoglobine, donc pareil, apporter plus d'oxygène. Ça permet d'augmenter le volume sanguin, plein de choses comme ça. Ça permet aussi deux choses très importantes. Un, d'augmenter la densité des mitochondries, et ça, je vais expliquer ce que c'est une mitochondrie, et en même temps, d'améliorer l'oxydation des graisses. Ça, c'est quelque chose de très important dans les sports d'endurance, et notamment le cyclisme. Et en même temps, ça permet, comme on en a parlé une fois dans un épisode de podcast, ça permet d'améliorer le recyclage du lactate, qui est un carburant de l'effort, au même titre que les glucides, les lipides, etc. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on considère le produit final de la glycolyse de façon technique, c'est-à-dire que c'est vraiment le produit, le lactate qu'on utilise à la fin du processus de recyclage de l'énergie. Mais avant que tu nous fasses un petit cours sur la mitochondrie, juste je résume effectivement les avantages et les gains de travailler sur cette zone d'entraînement 2 qui sont nombreux. C'est effectivement l'amélioration de l'endurance, l'augmentation de l'efficacité énergétique, l'amélioration de la capacité à utiliser cette fibre des graisses justement comme source d'énergie, l'augmentation du volume sanguin, tu l'as dit, ainsi que l'amélioration de la santé cardiovasculaire, la récupération active, d'augmenter son endurance et à maintenir une intensité plus élevée sur des longues distances. Plus tu vas travailler cette zone 2, plus elle va évoluer et donc ton intensité sera plus élevée tout en restant dans cette zone 2 et donc d'améliorer l'oxydation des graisses. Et donc je te redonne la parole, Loïc, sur qu'est-ce que la mitochondrie. Alors quand tu parles d'augmenter l'endurance, justement, c'est à travers cet organite qui est la mitochondrie. La mitochondrie est un élément qu'on trouve dans la cellule qui, aujourd'hui, l'origine, on n'est pas un consensus. Quand tu parles de développer de l'endurance, ça sous-entend mitochondrie. Qu'est-ce que c'est la mitochondrie ? C'est une organite qu'on retrouve dans les cellules, qui aujourd'hui, dont l'origine aujourd'hui est un peu débattue, mais dont certains scientifiques émettent l'hypothèse que c'est une bactérie qui aurait fusionné avec une autre bactérie au cours de l'évolution de la vie. En fait, c'est une espèce de symbiose entre deux environnements différents. Et cette mitochondrie est vraiment particulière parce qu'elle permet le recyclage de l'énergie dans les cellules. Elle a son propre ADN et donc montre aussi qu'elle fonctionne à part. C'est très important de comprendre ce phénomène-là parce que c'est la source en fait de la production de l'énergie à partir de l'oxygène. L'oxygène, la molécule d'oxygène va permettre au sein de la mitochondrie de produire de l'ATP qui est notre carburant pour les muscles. Et de là, en fait, on va pouvoir améliorer, si on améliore le rendement de la mitochondrie, on améliore donc nos capacités à utiliser l'oxygène et donc à produire de l'énergie. Et donc ça, c'est l'élément, c'est pourquoi l'entraînement en zone 2 permet d'augmenter les niveaux d'endurance, c'est parce que on augmente la capacité, le rendement de la mitochondrie, sa capacité à absorber de l'oxygène et à produire de l'énergie. Et ça, c'est vraiment un élément très important. Et à travers ça, en plus, développer la mitochondrie et en même temps permettre au corps d'utiliser le carburant le plus à disposition dans notre organisme, que sont les lipides. Je rappelle, c'est à peu près 100 000 calories à disposition pour quelqu'un qui fait 70 kg. Versus entre 3 et 4 000 pour les glucides. Donc ça vous donne... il n'y a plus de micro qui marche. Et c'est principalement le carburant de la zone 2. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de l'oxygène avec le sucre. Bien évidemment, tu as l'oxygène, mais l'oxygène avec les lipides, c'est le carburant de la zone 2. C'est pour ça que les cyclistes, généralement, quand ils font des sorties très très longues sur 8 heures, 12 heures, c'est des sorties, ce qu'on appelle brûle-graisse. C'est parce que justement, ta fibre énergétique que tu vas solliciter est celle des graisses et non pas celle des sucres. Et le sucre, tu vas aller le solliciter quand tu vas aller sur la zone 3, la zone 4, qui va être ton carburant avec l'oxygène. Mais là, je me mets à la place de l'auditeur des milliers d'auditeurs qui nous écoutent. Mais la zone 2, comment est-ce qu'on la mesure ? C'est-à-dire que si demain,
on a des auditeurs qui nous écoutent, qui veulent se lancer dans cette zone 2, puisqu'ils ont compris tous les intérêts. Comment est-ce qu'on mesure cette zone 2 ? Donc la façon de mesurer la zone 2, elle est multiple. Déjà, tu peux le faire en laboratoire, dans un test d'effort. Donc ça correspondra ce qu'on appelle au premier seuil ventilatoire. Donc c'est le sommet de la zone 2, ce sera ce seuil-là. Donc le premier seuil ventilatoire qui correspond donc au moment où tu augmentes ton niveau d'oxygène pour produire de l'énergie. La première fois où tu vas augmenter, la courbe qui commence à s'infléchir vers le haut. Tu as une façon, donc ça c'est une façon directe. Après tu as des façons indirectes. La façon indirecte, c'est prendre un pourcentage de ta fréquence cardiaque. Donc ça c'est accessible à tout le monde entre ta fréquence cardiaque max. Voilà, ta fréquence max. Okay. C'est ça, entre 75 et 85% de ta fréquence cardiaque max. Avec un peu plus de précision, tu peux utiliser donc la puissance. Et donc là, on va parler d'intensité critique, de puissance critique ou FTP. On va dire c'est à peu près la même chose. Et là, c'est pareil, c'est entre 75 et 85%. Et aussi, tu peux utiliser des tests lactate. Donc c'est un test sur terrain où tu vas mesurer. Vous avez sûrement dû voir ça dans des images avec Van Der Poel, Van Aert, où il y a un entraîneur qui leur prend une goutte de sang dans le lobe de l'oreille. Donc c'est des tests lactate qui permettent de déterminer les seuils fonctionnels, et notamment ce fameux SV1, et donc de déterminer la zone 2 de façon indirecte. Là, c'est pour le coup très, très précis. C'est personnalisé presque. Voilà, c'est personnalisé. Et voilà, c'est-à-dire que quand on prend un pourcentage, mais ça dépend des personnes. Moi, aujourd'hui, dans ma pratique, je me suis aperçu que du fait des entraînements très intenses, souvent les gens ont un déficit de zone 2, un déficit de premier seuil. Et en fait, si on prend un pourcentage, on tombe toujours à côté. Et donc l'avantage des tests de lactatémie permet justement d'amener un peu plus de précision et surtout de personnalisation. Clairement. Donc bien évidemment, ce qu'on peut vous recommander, c'est d'être encadré, entouré d'un coach pour justement vous accompagner dans la détermination de ces zones, et notamment de la zone 2. Mais ma question suivante pourrait être pourquoi une telle révolution en fait ? Pourquoi la zone 2 ressort comme ça aujourd'hui et on met en avant les intérêts de la calculer, de la travailler ? Qu'est-ce qui fait que ça a amené peut-être la science autour du sport ou les entraîneurs et les coureurs professionnels à se concentrer sur cette zone 2 ? Quel a été le pivot qui à un moment donné a fait, plutôt que d'être sur des entraînements classiques, aller faire des intensités, de se concentrer sur cette zone 2 ? Alors, comme je l'ai dit en introduction, la première chose, c'est donc la recherche médicale qui a montré que les gens qui étaient en bonne santé avaient un réseau mitochondrial plus important. Donc ça c'est déjà le premier constat qui a fait tilt et où on s'est dit, bon là, on a trouvé quelque chose. La deuxième chose qui est importante pour le sportif, c'est la capacité à utiliser ses lipides. Comme je l'ai dit, on a une quantité de lipides très importante dans le corps, et la capacité à oxyder les lipides pour produire de l'énergie, c'est un facteur de performance sur des sports d'endurance. Et donc là, forcément, on a trouvé quelque chose. Et on s'est rendu compte que de s'entraîner dans cette zone-là, permettait donc de développer les mitochondries, d'améliorer l'oxydation des lipides, donc d'être de plus en plus endurant en utilisant mieux l'oxygène et en utilisant un carburant à disposition, première chose. Et en plus, ça permet d'être en bonne santé, parce qu'à ce niveau d'intensité, on limite le stress oxydatif, et donc on permet au corps de pouvoir s'entraîner plus longtemps. Et aujourd'hui, toutes les recherches montrent que c'est l'augmentation du volume au fil du temps, de ta capacité à t'entraîner à faible intensité, qui permet d'augmenter les performances et pas le travail à haute intensité. Notre organisme est bien fait, nous sommes une machine d'endurance, et c'est la basse intensité qui permet de donner cette base. Et comme je l'ai déjà dit et je le répéterai, la base d'un entraînement sain, c'est au moins 80% de basse intensité. Zone 1, zone 2, mais souvent zone 2, parce que là, quand on travaille en zone 2, c'est quelque chose qui a un effet direct, physiologique, alors que la zone 1, c'est vraiment une zone où on est en intensité très basse pour la récupération. Donc quand on fait de l'endurance, travailler en zone 2, c'est primordial. Tu parles du stress oxydatif. Je rappelle aux personnes qui nous écoutent qu'on a fait un épisode sur la capsule santé, justement sur le stress oxydatif. Donc allez sur le site Dans la tête d'un cycliste, et vous allez retrouver cet épisode pour vous expliquer précisément ce que c'est. Et aujourd'hui, prendre conscience de ça, c'est très important. Et souvent, ce que j'explique aux gens que j'entraîne, c'est que l'entraînement collectif, c'est très bien,
mais que parfois, de s'entraîner tout seul, c'est mieux encore parce que ça vous permet d'être plus précis dans ce que vous faites. Donc il faut toujours trouver un bon compromis. C'est souvent ce que font les coureurs pros ou même amateurs, mais dès que tu as une séance de travail, généralement, c'est mieux de la faire seule parce que si tu vas avec quelqu'un qui t'accompagne, tu n'es pas sur les mêmes seuils, tu n'es pas sur les mêmes zones. Et au final, tu vas réellement être avec cette personne que les 15 minutes d'échauffement et les 15 minutes de retour, mais pas le reste de ta sortie. Mais sur ce que tu décris, ça veut dire que quand on voit les coureurs professionnels, qui sont quand même les icônes du cyclisme pro, justement, et des grands tours, ça veut dire qu'à quel moment ils travaillent leur intensité, parce que le cyclisme professionnel, qu'est-ce qui fait la différence ? C'est physiologiquement, est-ce que tu es capable de développer des watts ou pas ? Et puis, c'est la capacité à aller chercher des très, très, très hautes intensités. Donc là, on parle de zone où on est presque, je n'allais pas dire confort, mais je pense que la zone 2, tout le monde est capable de maintenir une zone 2 très longtemps. Par contre, des intensités très, très aiguës, là, très peu de personnes sont capables d'aller les chercher. Comment est-ce que les coureurs professionnels, en complément de la zone 2, travaillent leur intensité ? Et bien justement, ils travaillent l'intensité en développant d'abord leur zone 2, parce que ça va permettre, comme je l'ai dit, au niveau du lactate, de mieux le synthétiser. Et donc, qui dit haute intensité, dit utilisation du lactate en recyclage pour produire de l'énergie, parce qu'on manque de substrat énergétique et notamment d'oxygène. D'accord ? Donc ça, c'est un élément hyper important. C'est que sans développer un seuil, une zone 2 importante, vous ne serez jamais optimal sur le travail à haute intensité. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font ? Souvent, ils font un gros travail de développement de zone 2, au point où certains ont des niveaux de premier seuil très élevés. Par exemple, Tadej Pogačar, il a un seuil, donc c'est son entraîneur qui l'écrit, à 5,5 watts par kilo. Donc ce qui correspond pour lui à peu près à 320-330 watts pour quelqu'un qui fait 65 kilos. Donc ça explique aussi leur niveau. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, ils sont capables de rouler 6 heures à 320-330 watts. D'accord. RPE 3. Voilà. Ouais, et derrière, quand tu es capable de faire ça, derrière, travailler la haute intensité, ça a un effet immédiat. Voilà. Et on pourrait peut-être également expliquer le processus des graisses, parce qu'on parle des graisses, de la filière lipidique. Effectivement, les graisses sont une source d'énergie importante pour l'organisme, notamment sur les efforts d'intensité modérée, voire faible, et donc de longue durée correspondant à la zone 2. Alors, il y a un processus pour ça, donc c'est la lipolyse. C'est lorsque votre corps a besoin d'énergie, il libère des acides gras qui sont stockés dans les cellules adipeuses, le fameux tissu adipeux, par un processus justement appelé lipolyse. C'est l'hormone, notamment comme l'adrénaline ou l'HSL, sont impliquées dans cette régulation. Et puis ensuite, il y a le transport des acides gras, c'est-à-dire les acides gras qui sont libérés dans la circulation sanguine, se lient à une protéine qui s'appelle l'albumine et sont transportés vers des tissus musculaires, justement pour apporter la source d'énergie. Et puis la troisième étape, c'est la bêta-oxydation. Tu as vu, j'ai bien travaillé. C'est une fois dans les cellules musculaires, les acides gras subissent une série de réactions chimiques que l'on appelle justement bêta-oxydation. Et donc, ces réactions chimiques décomposent les acides gras par la voie métabolique, et ça produit la fameuse ATP, qui est l'énergie utilisée par les cellules. Ouais, donc ça, c'est le processus des graisses, en fait. Oui, mais ça, je n'avais pas compris ta question. Je ne pensais pas que tu voulais que je rentre dans les détails comme ça. Il faut détailler maintenant. Non, bêta-oxydation, oui, donc, qui est au même titre que l'utilisation du glycogène, un processus. Mais c'est important parce qu'on parle beaucoup de graisse, mais alors ça passe aussi par l'alimentation, bien évidemment, mais de comprendre le processus de filière énergétique dans cette zone 2. Est un élément important que tu as oublié, c'est que dans la bêta-oxydation, elle se déclenche seulement en présence de glucose dans le sang. C'est-à-dire pour les personnes qui nous écoutent, ça correspond à quoi ? Sans molécules de glucose dans le sang, la bêta-oxydation ne se déclenchera pas de façon optimale. C'est-à-dire que sans glucides, il y a le sucre. Sans sucre dans le sang. L'utilisation des lipides ne peut pas se faire correctement. Donc ça remet en question pas mal de choses, notamment sur les fameux entraînements à jeun pour perdre des lipides. Voilà. Ou alors avec des bidons à l'eau, par exemple. Ou faire des entraînements, faire des sans boire, sans manger pour perdre des gras. En fait, physiologiquement, ça ne peut pas fonctionner.
Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que l'apport glucidique léger permettrait d'amorcer quelque part la pompe de cette filière de graisse. Exactement. C'est intéressant. Ça, c'est de la biochimie. Voilà. Ça, c'est intéressant. Et puis, à mesure que l'intensité de l'effort augmente, donc le corps a tendance à basculer vers d'autres sources d'énergie, justement, on en parle, telles que le glucide, qui vont convertir cette énergie plus rapidement. Qu'est-ce qu'on peut dire plus généralement sur la zone 2, Loïc, aujourd'hui ? Une personne qui nous écoute, qui n'a pas forcément de plan d'entraînement, donc on lui a effectivement là-dessus conseillé de se rapprocher d'un coach pour l'accompagner, mais ou qu'est-ce qu'on pourrait dire pour convaincre encore un peu plus que la zone 2 aujourd'hui est une zone d'entraînement qui va construire le socle du sportif ça va construire le socle, mais futur. ça doit être aussi le fondement de chaque cycliste. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'y introduire 80% de vos entraînements à l'intérieur. Donc soit au sein d'une séance d'intensité, vous allez coupler aussi de la zone 2, soit carrément une séance dédiée qu'à la zone 2. Et en plus, parce que alors il y a des gens qui ont fait ça, qui font de la zone 2 et qui trouvent ça très lassant. Et souvent, en fait, c'est lassant parce que c'est très long, c'est souvent la même intensité. Alors surtout, il y en a qui le font sur Home Trainer. Donc moi, les gens, je récupère et je leur parle de zone 2, ils ne veulent plus en entendre parler parce qu'ils ont fait des heures de zone 2 sur Home Trainer. Chose que je ne fais jamais faire parce que justement, la lassitude après est trop importante. Par contre, sur la route, sur des exercices particuliers, par exemple la vélocité, la force, tout ça, vous faites à ce niveau d'intensité, ce qui permet d'amener des exercices plus ludiques. Mais aussi, je le fais sous d'autres formes. C'est-à-dire quelqu'un qui fait de la route, et avec le VTT, le gravel, je peux lui faire travailler de la zone 2 de façon beaucoup plus amusante. Mais est-ce que la zone 2 se travaille tout au long de l'année ou elle se travaille plus en hiver Tout le temps. Tout le temps. Spécifiquement en hiver, on va travailler très spécifiquement ce niveau d'intensité, mais après toute l'année. Parce qu'en plus, ça permet toujours d'améliorer le fonctionnement de la mitochondrie et donc aussi d'améliorer les phénomènes de récupération. Parfait. Est-ce qu'en conclusion de cet épisode consacré à la zone 2, est-ce que tu as un message à faire passer ? Oui, ce que je tiens à dire, c'est vraiment penser à ralentir. Arrêtez de vouloir toujours slow down to vite. go fast. C'est très bien de faire des plateformes sur. Tu parles pour moi en fait, c'est ça. Je vois que tu me regardes. Mais à un moment, tout ça, sur du long terme, ça c'est néfaste. Voilà. Sur du court terme, ça va fonctionner, mais sur du long terme, c'est néfaste. Et c'est vraiment l'entraînement à basse intensité qui va vous permettre de pouvoir aller plus vite. C'est intéressant. Très bien. Un grand merci Loïc pour ce partage. J'ai bien vu que tu me faisais passer quelques messages à travers cet épisode. Je te souhaite une très très belle journée. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un cycliste consacré justement au coaching. Merci beaucoup. Merci.